Juillet, la paix. 1er juillet. Une journée à la pêche. Un ichthyophage nourri à la source d'un lac subit une transformation psychophysiologique. Ses cellules s'alimentent de phosphore, son caractère s'imprègne de l'essence du poisson. Ce qu'il perd en force sanguine, il le gagne en placidité, en taciturnité, en habileté, en dextérité et en retenue. J'attrape 8 ombles, l'œil effaré des poissons comme s'ils avaient vu des choses interdites. Aïka et Bec me volent 3 prises. Je n'ai même pas la force de le leur reprocher. Si j'élevais des enfants, ils finiraient voyous. 2 juillet. L'air est chargé d'insectes. Un vrombissement s'élève dans l'air aux premières lueurs et ne le désemplit qu'à la nuit. Des scarabées escaladent les poutres de la cabane, des capricornes colonisent mes étagères. Des tans aux yeux cauchemardesques agacent les chiens. Si ces insectes pesaient 5 ou 10 kilos comme au temps carbonifère, les hommes feraient moins les malins. 3 juillet. Le printemps levait d'écrous de l'eau. La cascade est libérée. Le débit s'échappe par le minuscule goulet qui coiffe la paroi de 50 mètres. Les voiles d'eau couvrent les schistes d'écheveaux blancs. Au prix d'une acrobatie sur une vire biseautant la paroi jusqu'au sommet, j'atteins la tête de la chute. La vision est vertigineuse de ce flux cristallin plongeant dans le vide. Et si c'était par désespoir que les cascades se précipitaient du haut des montagnes? Le soir, les chiens se battent. Le coup de sabre de leur claquement de mâchoire. Cette plage grise. Y a-t-il plus belle surface pour assister à un combat de samouraïs, déambuler à la recherche d'un mot, déclamer un poème? Je vis à la lisière d'un bois, devant une plaine d'eau, sur le fil d'un tombant géologique qui prend racine par 1500 mètres de fond et touche le ciel à 2000 mètres d'altitude. La cabane est à la croisée des espaces. 4 juillet. Le luxe, c'est le déploiement devers moi de 24 heures offertes chaque jour à mon seul désir. Les heures sont de grandes filles blanches dressées dans le soleil pour me servir. Si je veux rester 2 jours sur le chalit à lire un roman, qui m'en empêchera? S'il me prend l'envie au soir tombant de partir dans les bois, qui m'en dissuadera? Le solitaire des forêts a 2 amours, le temps et l'espace. Le premier, il l'emplit à sa guise. Le deuxième, il le connaît comme personne. Qu'est-ce que la société? Le nom donné à ce faisceau de courant extérieur qui pèse sur le gouvernail de notre barque pour nous empêcher de la mener où bon nous semble. Je demeure dans mon hamac sous le soleil brûlant, 22 degrés. Quand j'écris sur la plage, les chiens viennent lentement se coucher à mes pieds. Version baïkalienne de l'épagnol reposant au pied de la liseuse dans le manoir d'Irlande. Des voiles, traînées humides, tapinent à la surface du lac. 5 juillet. Les insectes réagissent avec une sensibilité de sismographe à la moindre hausse de température. Dès que l'air gagne 3 degrés, ils éclosent par millions et barattent l'air de vols fous. Copulation des capricornes. Les antennes se frôlent et les insectes s'aiment dans une immobilité statuaire. Je n'aurais rien contre la visite d'une jeune entomologiste slovène venue étudier le phénomène. Les canards, eux, évoquent la stabilité du ménage bourgeois. Ils glissent, endimanchés, 2 par 2, saluant légèrement de la tête les autres couples. Le monde que je foule chaque jour, de la clairière au bord de l'eau, recèle des trésors. Dans l'herbe, sous le sable, des armées vaquent. Leurs soldats sont des bijoux. Ils portent armure vernissée, carapace d'or, côte de malachite ou livrée rayée. Au cèdre du Nord, je marche sur des joyaux, des brillants, des camées, sans m'en douter. Certains sortent de l'imagination d'un joaillier jugendstil qui se serait accoquiné avec un alchimiste faustien pour donner vie aux broches et aux émaux à la sortie du four. Tenir en considération les insectes procure la joie. Se passionner pour l'infiniment petit précautionne d'une existence infiniment moyenne. Pour l'amoureux des insectes, une flaque d'eau deviendra le Tanganyika, un tas de sable prendra les dimensions du Taklamakan,
une broussaille se changera en Mato Grosso. Pénétrer dans la géographie de l'insecte, c'est donner enfin aux herbes la dimension d'un monde. 6 juillet. Quand le lac est d'huile, le reflet est si pur qu'on pourrait se méprendre sur la disposition de l'envers et de l'endroit du paysage. L'air cristallin transmet à la forêt l'écho de mes pagaies. Le reflet est l'écho de l'image, l'écho est l'image du son. Je pêche un nomble de 3 kilos. Je lis Bachelard près de mon feu. Un brouillard d'estampes asiatiques envahit la rive, belle comme l'imprécis, mobile comme un rêve, fugitive comme l'amour. La psychanalyse du feu. 7 juillet, insomnie. Regrets et découragements dansent un sabbat de sorcier dans ma boîte en os. Quand le soleil revient à 4h30 du matin, la lumière chasse les chauves-souris et je m'endors enfin. Est-ce la fatigue? Lorsque je me lève à midi, je flotte dans un doux abrutissement. Perspective de félicité, la journée ne doit rien m'apporter de neuf. Personne à l'horizon, pas une tâche à accomplir, nul besoin à satisfaire, aucun salut à rendre. Quelques révérences vespérales éventuellement, aux phoques de 6h30 et à une escadre d'Eider. La cabane est le lieu du pas de côté, le havre de vide où l'on n'est pas forcé de réagir à tout. Comment mesurer le confort de ces jours libérés de la mise en demeure de répondre aux questions? Je saisis à présent le caractère agressif d'une conversation. Prétendant s'intéresser à vous, un interlocuteur fracasse le halo du silence, s'immisce sur la rive du temps et vous somme de répondre à ce qu'il vous demande. Tout dialogue est une lutte. Nietzsche dans Ecce Homo. On doit autant que possible éviter le hasard, l'excitation extérieure. S'emmurer en quelque sorte fait partie de l'élémentaire sagesse instinctive de la gestation intellectuelle. Irais-je permettre à une pensée étrangère d'escalader secrètement ce mur? Plus loin, cet éloge de l'hébétement impassible. Je considère mon avenir, un vaste avenir, comme une mer étale. Aucun vœu n'en vient rider la face de l'eau. Je ne veux pour rien au monde que les choses deviennent autres que ce qu'elles sont. Pour ma part, je ne veux pas devenir autre. Par un mystère, je me suis dépossédé de tout désir au moment précis où je conquérais le maximum de liberté. Je sens se développer dans mon cœur des paysages lacustres. J'ai réveillé le vieux chinois en moi. 8 juillet. Le soir, je construis un feu sur la rive et y grille mes poissons. Le soir est un songe qui meurt. Tous les ingrédients de la rêverie romantique se déploient vers 8h devant mes loges. L'eau dormante, les haillons de brouillard, les risées teintées de pastel, les oiseaux qui gagnent leur couche en planant. La nature frôle le kitsch sans y verser jamais. Aujourd'hui, je délaisse mes livres. La mise en garde de Nietzsche dans Ecce Homo m'a frappé. Je l'ai vu de mes yeux, des natures douées, riches et portées à la liberté, crevées par la lecture, d'être en temps, devenues de simples allumettes qu'il faut frotter pour qu'elles donnent des étincelles, des pensées. Lire compulsivement affranchi du souci de cheminer dans la forêt de la méditation à la recherche des clairières. Volume après volume, on se contente de reconnaître la formulation de pensées dont on mûrissait l'intuition. La lecture se réduit à la découverte de l'expression d'idées qui flottaient en soi, ou bien se cantonne à la confection d'un tricot de correspondance entre les œuvres de centaines d'auteurs. Nietzsche décrit ces cerveaux fatigués qui ne parviennent pas à penser s'ils ne compulsent pas. Seule la goutte de citron a le pouvoir de réveiller l'huître. D'où le rayonnement de ces gens qui posent sur le monde une vue libérée de toute référence. Les souvenirs de lecture n'interposent jamais leur écran entre ces êtres et la substance des choses. Il y avait auprès de ma vie une fille qui savait oublier ce qu'elle avait lu. Elle nourrissait une dévotion pour toutes les formes du vivant. Nous traversions la Camargue. Nous ramions dans les marais salants sur les canaux le long des lagunes. Les escadres de flamands volaient dans les plumes du soleil couchant. Le soir, au bivouac, des nuées de moustiques. Je les écrasais, je les bombardais de produits chimiques. La fille
Moi, je les aime. Ils piquent, mais il en faut pour chacun. En outre, grâce à eux, des zones infestées ont été préservées de l'homme, et les autres animaux ont pu y vivre en paix. Elle m'a quitté, il y a 22 jours. Mes amis Thomas Gouask et Bernard Herrmann, convoyés par le bateau de Sergueï, atteignent la rive au soir venu. Selon la tradition des Cèdres du Nord, nous nous saoulons sur la plage à la gloire des amours enterrés, des amitiés renouées. Gouask est ici pour un magazine de presse. Herrmann est venu faire ce à quoi il consacre sa vie de sage zen depuis des décennies, contempler les nuances de la lumière sur la peau du monde. Il ressemble à un colonel de l'armée des Indes, veste de coton blanc et lunettes d'écaille. À cause de ses moustaches blondes et de son œil de soltnik pougatchevien, les Russes le prennent pour un ataman du Don. Et il leur répond dans un sabir hérité de ses voyages dans la Russie brejnevienne et khrouchtchevienne que s'il a des gènes créoles, juifs, celtes, baltes, hispaniques et teutoniques, il ne se connaît aucun ancêtre cosaque. 9 juillet. Sergueï a laissé hier une réserve de graisse de phoque. Je pagaie avec Gouask vers le sud pour déposer les quartiers nauséabonds sur les rochers dans l'espoir d'attirer un ours. De la table de ma plage, à la jumelle, je pourrais observer la scène. Je passe mes heures dans la promesse de l'ours. Nous cohabitons gentiment avec Gouask et Herrmann. Nous pêchons, courons les ripisylves et discutons des subtilités de distinction entre le nihilisme russe, l'acceptation bouddhiste et l'ataraxie stoïcienne. Parfois, Gouask et Herrmann confrontent leurs souvenirs de soldats. La conversation oscille alors entre la poésie choui, quand elle devint tang, et les opérations du SDES, quand il devint le 11e choc. 10 juillet. Le ciel est plus prodigue de ses bêtes que la forêt. Aucun ours ne vient au rendez-vous de la graisse puante. Nombreuses sont les délégations de Bernache, de Arles, de Fuligul et d'Eder. 2 kayakistes allemands arrivent du nord au soir tombant. Ils plantent leur campement sur les plages du Cap à 500 mètres de la cabane et viennent recharger leurs équipements électroniques sur mes batteries solaires. Il faut regarder leurs photos, leurs films, échanger des adresses internet. Aujourd'hui, quand on rencontre quelqu'un, juste après la poignée de main et un regard furtif, on note les noms de sites et de blogs. La séance devant les écrans a remplacé la conversation. Après la rencontre, on ne conservera pas le souvenir des visages ou des timbres de voix, mais on aura des cartes avec des numéros. La société humaine a réussi son rêve, se frotter les antennes à l'image des fourmis. Un jour, on se contentera de se renifler. 11 juillet. Les kayakistes allemands repartent sur leurs embarcations parfaitement gréées. Au même moment, une escouade de 4 autres rameurs se présente dans ma baie. Ceux-là sont moins bien lotis. Équipement rapiécé. Des Russes. Des sacs poubelles font office de jupes étanches pour les îloirs. Ils sont vêtus de marinières de la flotte et ils acceptent les 3 verres de brûle-gueule que les Teutons, prétextant l'heure matinale, avaient déclinés. Les Allemands et les Russes. Les uns rêveraient de mettre le monde en ordre, les autres doivent subir le chaos pour exprimer leur génie. La dernière visite du jour est digne de l'école de cinéma balkanique des années 90. Venu du nord, annoncé par une pétarade, un radeau de planches flottant sur des chambres à air de camions Oural dérive vers Maghreb. Au milieu de l'île flottante, portée par des mortaises et haubanés de câbles, trône une bagnole. 3 Russes en treillis complet échouent sur les galets. Notre radeau s'appelle l'Intrépide. Ils ont des gueules de tueurs, des rayés de sous-mariniers, des poignards à la ceinture. Le cardan de la voiture a été sorti de son axe, incliné de 20 degrés et équipé d'une hélice de propulsion. Sur ce Kon-Tiki de perdition, ils descendent vers Irkoutsk, alternant les quarts de pilotage au volant de la voiture. À l'arrière, un bidon de chantier où brûle un feu de bois fait office de cuisine. En repartant, ils tirent un coup de feu avec un petit canon portatif et je contemple ce radeau qui ressemble à la vie en Russie. Une chose lourde, dangereuse, au bord du naufrage, soumise au courant, mais où l'on peut faire du thé en permanence. Le soir, à la cascade, pendant qu'Herrmann garde la cahute, nous réussissons avec Gouask à passer sur l'autre rive du torrent, au-dessus de la chute d'eau.
Nous rejoignons la dorsale de granit où j'avais repéré cet hiver une plateforme de bivouac. Il faut 1 heure pour gravir les 50 derniers mètres de dénivelé défendus par les pins nains. Les branches retiennent nos pas. Sur la plateforme, je construis un feu. La vire est une loge pour veiller d'armes, un de ces lieux où se réconcilier avec soi-même avant l'exécution capitale. Ce genre d'endroit où, selon votre disposition, le désespoir le plus sombre ou la joie lumineuse vous monte à la peau. Nous fumons nos Roméo numéro 1. La nuit est calme, la lune déjà ample. Pourquoi cette envie de refaire le monde au moment où il s'éteint? Des cumulus barrent l'horizon bourriate. Le soleil couchant les mûrit. Les 4 éléments jouent leur partition. L'eau accueille les copeaux d'argent lunaire, l'air est saturé d'embrun, la roche vibre de chaleur accumulée. Pourquoi croire que Dieu se tient ailleurs que dans un crépuscule? Les chiens se lovent sous les pins. Le feu monte, la nuit descend, ils se rencontrent. Soudain, Aïka jaillit et se précipite dans la pente à croc découvert alors que Beck se tapit sous les pins, tel un chien d'appartement égaré dans la taïga. La petite sentinelle noire aboie dans la nuit et nous imaginons un ours contournant notre camp. 12 juillet. Avec Gouasque et Herman au cap des Cèdres du Milieu. Nous marchons en silence sur la grève. Chateaubriand, dans la vie de Rancé, écrasé de modestie, se souvient avoir cheminé sous le poids de son esprit. À la pointe du cap, une minute de recueillement devant la cabane où acheva de pourrir le naufragé du siècle rouge. Herman. Une vie ici sans connaître Guy Lux. Dans un bosquet de pins nains, sur le bourrelet de galets qui sépare le Baïkal des étangs intérieurs, les chiens lèvent une canne à la couvée. Il faut les retenir de faire un sort aux œufs. Aïka réussit tout de même à croquer tout cru un petit passereau, à la consternation d'Herman, qui respecte depuis 40 ans un strict végétarisme. Le soleil de 6 heures a transformé les marais en pièces d'eau de forêt arthurienne. Une vapeur de légende ouate la surface, y ménage des trouées où se fichent 1000 diffractions. Spectacle pour écrivains gothiques victoriens. Dans un roman fantastique de la fin du XIXe siècle, les libellules deviendraient les montures ailées de fées. Les scintillements de la lumière sur l'eau seraient les baisers des ondines. Les brumes, la laine des sylphes. Les araignées revêtiraient le statut de gardienne des portes du vent. Les eaux dormantes abriteraient le caveau d'un dieu tutélaire et les coulées de soleil, immiscées entre les craies, symboliseraient la voie pavée d'or vers le royaume du ciel. Mais nous ne sommes que des hommes dans un monde d'atomes. Il faut rentrer avant la nuit. 13 juillet. Les Européens ont poursuivi la construction des réacteurs EPR de 3e génération, relancé le projet Transgreen, destiné à importer l'énergie solaire produite par les installations africaines, et assisté à une marée noire au large des Florides. Je lis ces chroniques de la démiurgie humaine dans les journaux apportés par Gouasque. La vie dans la cabane est une profession de foi énergétique aux antipodes du prométhéisme historique. La hache du bûcheron et le panneau solaire pourvoient lumière et chaleur. La frugalité énergétique ne pèse pas, ni la joie de se savoir autosuffisant et le sentiment religieux d'être bénéficiaire des prodigalités du soleil. Les panneaux photovoltaïques captent l'averse de photons tombés des cieux. Le bois, qui est le fossile de la lumière solaire, libère son énergie dans le feu. Chaque calorie tirée de la pêche ou de la cueillette, chaque photon assimilé par le corps est dépensé pour pêcher, cueillir, puiser l'eau, couper le bois. L'homme des bois est une machine de recyclage énergétique. Le recours aux forêts est recours à soi-même. Privé de voiture, l'ermite marche. Privé de supermarché, il pêche. Privé de chaudière, son bras fend le bois. Le principe de non-délégation concerne aussi l'esprit. Privé de télé, il ouvre un livre. À quoi ressemblent le pétrole et l'uranium? Qu'y a-t-il dans l'enceinte de confinement d'un réacteur EPR? De quoi se composent les houilles qui sourdent du robinet de la British Petroleum par 4000 mètres de fond? Qui transforme ces forces et les achemine à nous sous la forme de watts? Le communisme de la cabane consiste à refuser les intermédiaires.
L'ermite sait d'où vient son bois, son eau, la chair de ce qu'il mange et la fleur d'églantier qui parfume sa table. Le principe de proximité guide sa vie. Il refuse de vivre dans l'abstraction du progrès et de ponctionner une énergie dont il ignore tout. Être moderne, refuser de se préoccuper de l'origine des bienfaits du progrès. Les autres nouvelles de la presse concernent les affaires de corruption du personnel de l'État français. Parfois elles trahissent une maladresse confondante dans la dissimulation du vice. Même les valets de Sade pensaient à tourner la clé du boudoir où ils s'enfermaient. La laideur des complets cravates et la pauvreté d'expression de ces gens sont pires que leur malversation. 14 juillet. Le soleil lève les couleurs à 4 heures du matin, moi un peu plus tard et je n'en ai que 3. Le petit fanion, ciel, neige, sang, claque sur la plage, accroché à la canne à pêche. Pour la patrie, Gouasque, Herman et moi vidons 3 fois 3 verres de vodka matinal. Nous saluons la mémoire de Borodino. J'organise un bal populaire et apprends la valse à bec. Aïka, chienne, refuse de danser. Est-il légal de planter un drapeau français sur la terre de Russie? Est-ce un geste d'agression? Pensez à le demander à un constitutionnaliste qui passerait en kayak. 15 juillet. Gouasque et Herman sont partis ce matin. Leur présence amicale et le défilé incessant de rameurs ces derniers jours ont brisé mon horloge interne et je vais mettre quelques jours à retrouver le rythme fondé sur la seule observation de la course du soleil autour de ma clairière. 16 juillet. La vie en cabane est un papier de verre. Elle décape l'âme, met l'être à nu, ensauvage l'esprit et embroussaille le corps. Mais elle déploie au fond du cœur des papilles aussi sensibles que les spores. L'ermite gagne en douceur ce qu'il perd en civilité. Peut-être notre ancêtre était-il plus gracieux devant le plaisir, plus conscient de son bonheur, dans la proportion où il était moins délicat dans la souffrance, écrit Bachelard dans la psychanalyse du feu. S'il veut garantir sa santé mentale, un anachorète jeté sur un rivage doit habiter l'instant. Qu'il commence à échafauder des plans, il versera dans la folie. Le présent, camisole de protection contre les sirènes de l'avenir. Les nuages du soir mettent des bonnets de coton aux montagnes ensommeillées. Des fleurs d'églantier bordent le pied des arbres de la lisière du bois. Elles tournent leur corolle vers leur dieu, le soleil. Je pense à la description du jardin de la rue Plumet dans Les Misérables. Jean Valjean a laissé la friche pousser et Hugo fit d'une profession de foi panthéiste. Tout travaille à tout. Il y a entre les êtres et les choses des relations de prodige. Aucun penseur n'oserait dire que le parfum des aubépines est inutile aux constellations. Prolongeons la question hugolienne. Qui prétendrait que le ressac n'est pour rien dans les rêves du vent, que le vent n'éprouve rien à se heurter au mur, que l'aube est insensible au treillis des mésanges?